Les matins de France Culture, Hervé Gardette. Et toujours beaucoup de perturbations dans les transports, en particulier à la SNCF aujourd'hui, suite de la contestation de la réforme des retraites. Alors au-delà du débat sur les paramètres techniques de cette réforme, nous allons essayer de voir en quoi les attentes et les craintes sur la question des retraites traduisent aussi l'état de nos rapports au monde du travail. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Danielle Linhart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez notamment publié, je vais citer celui-ci, mais vous m'en donnerez d'autres si vous le préférez, La comédie humaine du travail, c'était en 2015 aux éditions RS. Tout d'abord, en quoi est-ce que la question des retraites peut intéresser la sociologie du travail, Danielle Linhart ? Eh bien, parce que ce qui frappe, c'est la volonté des Français de ne pas voir se prolonger leur temps, leur durée au travail. Et il y a véritablement un sentiment d'exaspération, d'injustice à l'idée de voir se repousser le moment où ils pourront partir en retraite. Alors, il y a beaucoup de raisons qui sont liées au calcul des pensions, il y a beaucoup de raisons qui sont liées notamment au fait que les seniors ont du mal à rester en emploi, il y a beaucoup de non-activité forcée des seniors, et donc il y a des aspects monétaires réels derrière tout ça. Mais moi, ce qui me frappe en tant que sociologue du travail, c'est cette manifestation d'un refus. Non, on ne va pas nous obliger à rester plus longtemps au travail. Pourquoi c'est frappant ? Parce qu'on sait, et ce sont les enquêtes européennes qui le révèlent, que les Français ont le rapport le plus fort, justement, au travail, comparativement aux actifs des autres pays. Justement, ils devraient d'autant moins contester peut-être une réforme des retraites, parce que quand on a un rapport fort, c'est qu'on s'y sent peut-être pas si mal que ça dans son travail. Alors, on a un rapport fort, il faut l'examiner un peu de près. C'est-à-dire que les Français sont ceux qui investissent le plus dans le travail de façon intrinsèque au travail. C'est-à-dire qu'ils en attendent beaucoup sur le plan de l'intérêt du travail, de la capacité de développer des compétences, de les employer, de se reconnaître dans le travail, d'y être reconnu, d'en avoir une sorte de socialisation très forte, identitairement, de se définir par le travail. Donc, il y a une focalisation sur le travail comme un élément déterminant de l'identité citoyenne, de l'identité personnelle. D'ailleurs, le taux d'activité féminin est particulièrement développé en France. C'est un exemple. Mais par rapport à cette attente extrêmement élevée, il y a une frustration qui est elle-même très forte et plus forte que dans les autres pays. Et qui Mais elle porte sur quoi, cette frustration ? Eh bien, plus les attentes sont élevées en termes de possibilité de se réaliser dans le travail, de s'épanouir, etc., plus on comprend que les conditions de modernisation managériale qui, en fait, crée de plus en plus de burn-out, de mal-être au travail, un sentiment de perte de sens, un sentiment d'être contrôlé en permanence, contrarié dans la possibilité de bien faire son travail, eh bien, ça explique qu'il y ait une déception énorme, une frustration énorme et la volonté de ne pas voir ça perdurer. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'impuissance par rapport au travail. Les salariés en attendent beaucoup, et ils n'arrivent pas à influer de manière à pouvoir définir des missions et des moyens pour arriver à ces missions qui les satisfassent. Et donc, si je vous suis, Danielle Linhart, cette frustration, elle s'exprime dans la contestation de la réforme des retraites avec des salariés, en tout cas des gens qui sont au travail, qui se disent que puisque le travail ne répond pas à leurs attentes, ils ont envie de partir d'autant plus tôt. Est-ce que vous verriez un moment de bascule par rapport justement à ce rapport au travail ? Parce que alors, les retraites, ça date quand même d'il y a déjà quelques années, c'était plutôt considéré comme un progrès social, ça n'a plus cette dimension-là, c'est-à-dire on ne part pas à la retraite pour profiter de ces dernières années de vie qui peuvent être longues, on le souhaite en tout cas, ceux qui partent à la retraite, mais c'est plus vécu comme une critique du monde du travail aujourd'hui ? C'est une critique, c'est vécu comme une critique. Alors le problème, si vous voulez, par rapport à une époque antérieure, c'est que c'est vécu sur un mode très individuel et personnel. Auparavant, il y avait une espèce de critique collective du travail. Non, le travail ne remplit pas nos espérances. Non, le travail ne permet pas de nous émanciper, etc., etc., etc. Depuis 1980, la modernisation managériale, elle a imposé une individualisation, voire une personnalisation, une psychologisation de la relation de chacun à son travail. Et
les évaluations permanentes qui évaluent non pas la réalité du travail, mais les qualités soi-disant de la personne. Vous n'êtes pas bon. Ça remet en question des aspects fondamentaux des personnes. Et donc, il y a cette idée que on est impuissant. Je le redis une fois de plus, au travail, on n'a pas les moyens de peser de manière à faire un travail qu'on jugerait utile, dont on serait satisfait de la finalité sociale. Mais on est souvent, quand on est salarié ou agent de la fonction publique, en conflit de valeurs par rapport aux valeurs professionnelles, les règles de l'art, les règles du métier, en conflit de valeurs par rapport aux valeurs morales. Non, c'est pas bien ce qu'on nous fait faire. Et donc, effectivement, c'est quelque chose de peut-être nouveau, cette idée que c'est individuellement et donc avec un sentiment d'impuissance qu'on ressent tout ça. S'y ajoute quelque chose de très important, c'est cette espèce de discours dévalorisant par rapport aux Français. Ah ouais, mais regardez dans les autres pays, on travaille plus, vous avez les 35 heures, vous êtes des privilégiés, vous avez beaucoup d'acquis. Et donc, comparativement aux efforts et aux frustrations que ressentent et que consentent les salariés français, il y a un sentiment d'injustice. Nous ne sommes pas les frileux, les paresseux que vous voulez nous voir, que vous décrivez. Nous sommes tout simplement frustrés par un travail qui ne correspond pas à nos espoirs. Mais est-ce que ce sentiment d'injustice et cette frustration sont aussi forts que ça aujourd'hui, Daniel Linhart? Il y a eu un baromètre Malakoff-Médéric, santé et qualité de vie au travail. Alors, c'est un baromètre annuel qui mesure justement donc la qualité de vie au travail notamment, et qui disait ceci, ça date de septembre: 73% des salariés se disent satisfaits de leur qualité de vie au travail, 77% trouvent du sens à leur travail, 60% des salariés disent se sentir mieux au travail qu'il y a 10 ans. Alors, il faut toujours évidemment faire attention avec ce genre d'enquête, mais quand elle se déroule sur une continuité, sur une dizaine d'années, ça donne quand même des tendances. Et là, ce qui apparaît, c'est que ça va plutôt mieux. Oui, mais c'est étonnant parce que comparativement, alors je ne peux pas vous donner les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais aux enquêtes de la DARES, du ministère du Travail, c'est étonnant parce que dans ces enquêtes de la DARES, on voit qu'un nombre élevé de salariés disent ne pas manquer d'autonomie au travail, ne pas avoir suffisamment de moyens pour faire correctement leur travail, sentir une pression systématique, être confrontés justement à des conflits de valeurs, etc., etc. Et si vous voulez, quand on regarde de façon un peu surplombant la réalité de notre monde du travail, ce qui frappe, c'est le burn-out, les risques psychosociaux, les suicides au travail, ce que disent beaucoup les addictologues, le fait qu'on consomme de plus en plus de psychotropes pour tenir au travail. Donc on voit que pour une majorité de salariés, il y a des difficultés à tenir au travail parce que le travail non seulement est de plus en plus intensif, exigeant, mais aussi de plus en plus frustrant. Ça veut dire qu'on ne peut plus prendre de plaisir dans son Alors, dans on son se bat travail? pour en prendre. Non, il ne faut pas avoir un point de vue uniquement négatif. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle du travail, c'est forcément pour décrire ce qui ressemblerait, si ce n'est aux enfers, en tout cas à son antichambre. La différence, c'est que dans les années 50, 60, 70, le travail, il ne s'agit pas du tout d'avoir une nostalgie de cette période-là, était fatigant, épuisant, frustrant aussi, il y avait de l'autoritarisme. Par contre, il existait quelque chose qui n'existe plus à l'heure actuelle, c'était les collectifs. Les collectifs de salariés où on partageait. On partageait une vision du monde, des valeurs, parfois un sentiment d'injustice. Et puis, ça donnait aussi des micro-petits pouvoirs. On pouvait mettre au pas dans les usines, les contremaîtres en disant « Attention, si tu nous embêtes, nous, on va te faire une grève du zèle, etc. » Et puis, d'une certaine façon, il y avait, on peut dire, une régulation de la souffrance ou de la dureté de la condition au travail par ces collectifs qui mettaient du lien, de la convivialité, une espèce de chaleur humaine et le sentiment de partager un destin commun. Tout ça a été cassé par les politiques d'individualisation et à la place de ça, qu'est-ce qu'on a? On a des Chief Happiness Officers, vous savez, les responsables en chef du bonheur. On a des DRH de la bienveillance qui disent on est là pour vous, on vous aime, on s'occupe de vous. Mais c'est pas du tout la même chose. Et il y a vraiment une perte de sens collectif au travail qui s'est produite en France et qui est à l'origine de beaucoup de souffrances. Puisque vous évoquez, Daniel Linhart, ce poste, alors je ne sais pas s'il est très répandu malgré tout, mais de Chief Happiness Officer, c'est-à-dire un manager qui est là
pour répandre le bonheur dans l'entreprise. Eh bien, écoutez cet extrait d'un reportage qui date de 2018 et qui a été diffusé sur France 3 Bretagne. S'éclater au bureau, faire de ses collègues des amis. Dans cette start-up où la moyenne d'âge est de 31 ans, le bonheur au travail fait partie des valeurs défendues par l'entreprise. Depuis 2 ans, Brunehilde de Taco y occupe le poste de Happiness Manager, responsable du bonheur. Ce matin-là, elle fait le tour des salariés pour lancer un jeu concours. Tu as une personne, une victime en ligne de mire, donc une personne présente dans les locaux. Tu dois lui faire une mission. Donc là, tu tombes sur Emma, tu la connais, mais ça permet avec les nouveaux arrivants de les connaître, de les découvrir. Tout est sur la base du volontariat et sur l'implication. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Voilà. Après, le salarié ne sera pas sanctionné. Non, pas du tout, non. Favoriser les échanges entre collègues, veiller à leur bien-être, ce sont les missions premières d'un Happiness Manager. Séance de sophrologie, petit déjeuner d'accueil pour les nouveaux venus ou encore tournoi de baby-foot à l'heure de la pause. Autant d'actions qui visent à rendre les collaborateurs plus performants. Voilà, reportage de France 3 Bretagne en 2018. Je trouve ça très bien, moi, Daniel Linhart. Vous n'auriez pas aimé avoir ça au CNRS ? Quelqu'un qui vienne distiller un petit peu de bonheur et de joie dans les couloirs ? A priori, c'est tentant. Effectivement, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle qu'il n'y a plus vraiment de relation spontanée entre les collègues et qu'il faut que ce soit la direction via les Chief Happiness Officers qui organise des rencontres, des échanges, des moments délicieux. C'est quand même un paradoxe. On a le sentiment effectivement d'être totalement en tant que salarié pris en charge, contrôlé, y compris dans ses relations avec ses collègues, par la direction et par la hiérarchie intermédiaire. Moi, je trouve assez désastreux l'idée qu'il y ait quelqu'un qui est préposé à mon bonheur et au fait que je puisse partager avec mes collègues. Si les conditions de travail ne le permettent pas spontanément, on est dans une sorte de parodie du bonheur ou du bien-être et c'est à mon avis inquiétant. Alors, ce qu'on découvre, c'est qu'au début, les jeunes trouvent ça très bien quand ils arrivent. « Ah, c'est sympa, on peut manger autant de viennoiseries qu'on peut, on a de la mindfulness, on a des... Mindfulness, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire la pleine conscience, des moments où on vous fait méditer, vous arrivez à un état de mindfulness, de pleine conscience de vous-même. Il y a des gourous, il y a des chamans maintenant qui débarquent dans les entreprises, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est, à mon avis, surréaliste. C'est-à-dire que la qualité des relations interpersonnelles, la qualité telle qu'on l'a définie de bonheur, on devrait la trouver naturellement, spontanément, avec les collègues, en travaillant, et non pas par un professionnel qui est là pour vous faire méditer, pour vous faire masser quand vous avez mal au dos, pour vous donner un numéro vert de psy si vous avez des problèmes, et pour organiser des jeux avec vos collègues. Alors on verra tout à l'heure, après le journal, si peut-être ce genre de professionnel aurait pu être utile dans le cas d'une entreprise comme France Télécom, dont le procès vient de s'achever. Il y a eu un jugement. On en parlera toujours avec vous, Daniel Linhart, et puis avec Vincent Message, qui est romancier, qui a suivi ce procès, qui par ailleurs publie en cette rentrée littéraire de septembre, Cora dans la spirale, qui raconte aussi ce que veut dire ce néo-management dans les entreprises. Mais pour revenir à ma question initiale sur les retraites, dont on voit qu'elles modifient aussi peut-être, en tout cas la contestation et la grève dans les transports, l'exercice du travail. Alors est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça amené à durer ? Mais il y a notamment l'idée du télétravail. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça se développe manifestement beaucoup ces jours-ci parce que les gens y voient un moyen justement d'échapper à la grève dans les transports. Et paraît-il, alors là encore, ce sont les études qui le disent, Daniel Linhart, ce mode est plébiscité par les Français. Est-ce que ça vous paraît être une bonne piste pour justement échapper à la dureté de la vie au travail ? Mais je trouve d'abord qu'il faut le considérer comme un symptôme de ce que c'est. Le fait que les gens désirent rester chez eux pour travailler, ça veut dire qu'ils veulent fuir l'entreprise, la nature des relations qu'ils ont avec leurs collègues, les open space, la mise en concurrence systématique, le contrôle des uns par les autres et qu'ils se sentent mieux à la maison. Mais cela dit, quand on fait des enquêtes auprès des gens qui travaillent à la maison, ils
ils disent très rapidement que le monde extérieur leur manque et qu'être confinés sans cesse dans leur petit monde intérieur domestique, c'est quelque chose qui n'est pas épanouissant. C'est pourquoi d'ailleurs une grande partie des femmes aspirent à une seule chose, c'est quitter la maison pour pouvoir travailler dans un milieu professionnel. Donc vous voyez plutôt une régression, vous ? Non, j'y vois des solutions à court terme, des sortes de sauf qui peut, effectivement, quand le milieu pèse trop, quand on est fatigué par le travail et donc deviennent de plus en plus pénibles les trajets domicile-travail. Effectivement, c'est bien d'être à la maison tranquille, un peu à l'écart du reste. Sauf que les missions ne changent pas. Le contrôle et la traçabilité est très réelle grâce à l'informatique. On peut savoir à la seconde ce que vous êtes en train de faire, etc., etc. Donc, la qualité du travail ne change pas lui-même. C'est simplement qu'on a un petit répit par rapport à ce que décrivent beaucoup de salariés, c'est-à-dire des ambiances oppressantes, le sentiment d'une pression permanente, et puis une fatigue, un épuisement. Le burn-out, c'est un épuisement. Alors le fait de rester chez soi et de ne pas avoir le trajet domicile-travail, ça aide. Mais je crois que c'est plus un symptôme qu'une solution. Autre aspect, et ce sera le dernier avant le journal, que j'aimerais évoquer avec vous, Danielle Linhart, à propos de cette réforme des retraites et de son impact sur le monde du travail. Il va donc y avoir ceux qui sont nés avant 1975, qui ne seront pas concernés par cette réforme, ceux qui sont nés à partir de 1975 et qui vont la subir ou en profiter, selon qu'on considère que c'est une bonne ou une mauvaise réforme. Est-ce que ça peut remettre en cause aussi, puisque vous parliez de la solidarité qui a été créée dans le collectif, une autre forme de solidarité qui est la solidarité intergénérationnelle et sur laquelle repose le modèle des retraites français, c'est-à-dire qui est un modèle par répartition où ce sont les actifs qui travaillent pour financer les retraites des retraités. Est-ce que vous y voyez un risque, vous ? Alors, vous allez me trouver définitivement négative. Je suis désolée. Vous aurez droit à la deuxième partie pour être plus positive. Sur France Télécom, ça serait étonnant, à part sur le verdict. Mais je pense que c'est mettre une fois de plus en opposition des catégories les unes contre les autres. Et c'est aussi une manière d'accentuer ce que nous vivons à l'heure actuelle. C'est-à-dire une disqualification des personnes les plus âgées. On voit dans notre société à l'œuvre de façon générale et encore plus marquée dans les entreprises, le fait que les personnes qui sont plus âgées sont un problème pour la société parce qu'elles sont motivées par des valeurs considérées comme archaïques, parce qu'elles n'apportent plus grand-chose à la société, elles sont un poids mort dans la société. On le voit, c'est pour ça que le taux d'activité des seniors est faible. Oui, mais ça existe, on n'a pas attendu cette réforme. Non, mais ça accentue, c'est-à-dire, voilà, en plus, ceux qui vont payer pour les pensions ou les retraites des plus âgés vont avoir des conditions difficiles qui vont s'aggraver justement pour que les anciens puissent profiter de privilèges. Il y a cet aspect qui est exacerbé, je trouve. Et dans ce cas-là, maintenons plus longtemps les plus âgés au travail. Comme ça, cette solidarité, elle s'exercera plus longtemps. Trouvons d'autres solutions. Trouvons d'autres solutions. Le problème, je crois, des retraites, je ne suis pas spécialisée sur les retraites, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement de négociation. Il y a eu plus de la concertation que de la négociation. Et il n'y a pas eu, et ça c'est quelque chose dont nous manquons dramatiquement depuis un certain nombre d'années, de réels compromis. La recherche de compromis entre des syndicats qui défendent des intérêts et puis le gouvernement qui essaye de prendre une vision plus globale, cette recherche de compromis, elle n'existe pratiquement plus. On voit de façon souvent autoritaire des réformes se profiler et qui heurtent les Français parce que les Français ont le sentiment de ne pas avoir démérité, d'être des gens sérieux au travail, d'être engagés, impliqués dans ce qu'ils font. Et en permanence, la façon dont les réformes sont imposées donne un sentiment d'illégitimité aux salariés, de revendiquer autre chose, et le sentiment d'avoir démérité. Ça, c'est un problème.
Merci Daniel Linhart. On se retrouve d'ici une vingtaine de minutes pour poursuivre notre discussion sur la question du travail, ces nouvelles conditions d'exercice, et nous le ferons à la lumière du jugement qui a été rendu vendredi dans le procès France Télécom, où l'entreprise et ses anciens dirigeants ont été condamnés pour harcèlement moral institutionnel. Ce sera intéressant de s'attarder un moment sur cette notion avec vous et avec le romancier Vincent Message. France Culture, il est 8h. 7h, 9h, les matins de France Culture, Hervé Gardette. France Télécom condamné pour harcèlement moral institutionnel. Le jugement est tombé vendredi. Le procès aura duré 3 mois, de mai à juillet dernier, devant le tribunal correctionnel de Paris. 3 anciens dirigeants de l'opérateur public sont également déclarés coupables pour les mêmes motifs. 12 mois de prison, dont 8 avec sursis. Le tribunal examinait les cas de 39 salariés, dont 19 s'étaient suicidés. 12 autres avaient fait des tentatives de suicide et 8 étaient en dépression. Des faits couvrant essentiellement la période 2007-2010, au moment où l'entreprise était en pleine réorganisation, avec l'objectif de faire partir 22 000 de ses salariés. Pour en discuter, nous sommes toujours en compagnie de Daniel Linhart, toujours sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS. Je précise que vous avez fait partie de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées chez France Télécom. Ce sera intéressant de nous raconter ce que c'était que cet observatoire et ce que vous y avez observé. Et puis nous a rejoint Vincent Message. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous avez publié à la rentrée de septembre Cora dans la spirale aux éditions du Seuil, un roman qui se passe dans le monde de l'entreprise, en l'occurrence dans une compagnie d'assurance. Là aussi, on aura l'occasion de parler de cette Cora, qui est une des salariées de cette compagnie d'assurance. Je renvoie également à votre précédent roman, toujours au Seuil, Défaite des maîtres et possesseurs. Et puis vous avez suivi le procès France Télécom, en tout cas une partie du procès pour le journal Le Monde. Vous aviez publié un long article à ce sujet à la fin du mois de juin. J'aimerais d'abord avoir votre réaction à la lecture du jugement de ce procès. Est-ce que c'est une peine qui vous paraît exemplaire, Vincent Message, au regard de ce que vous avez entendu se dire au tribunal correctionnel ? Moi, j'ai accueilli ce délibéré avec une forme de soulagement parce que c'était pas du tout évident qu'on en viendrait là. Les discussions que j'avais pu avoir avec des avocats des parties civiles n'indiquait pas forcément qu'il pensait à cette condamnation. Pourquoi est-ce que vous dites soulagement ? Soulagement parce que c'est une souffrance qui est reconnue et c'est une avancée dans le droit que de dire que non seulement le harcèlement moral n'est pas seulement une question de rapport interpersonnel mais une question d'institution, et que quand il s'agit d'une politique d'entreprise impulsée au plus haut niveau, il peut y avoir harcèlement moral même quand les prévenus, c'était le cas dans le procès, n'ont aucun lien physique direct avec les victimes. On a eu des gens qui ne s'étaient parfois jamais vus. Certains prévenus pouvaient ne pas connaître au moment de leur suicide, tentative de suicide ou entrée en dépression, le nom des victimes. Ce qui est normal étant donné que France Télécom comptait 110 000 employés à l'époque. Donc c'est une entreprise gigantesque. Mais parvenir à faire reconnaître la responsabilité indirecte alors que et notre éthique et notre système judiciaire ont plus de facilité à parler du prochain, de ce qu'on fait à son prochain. Donc quand on est son vis-à-vis direct, donc en ce qui concerne le harcèlement, de ce que peuvent faire les N+1 ou les N+2. Alors N+1, N+2, ce sont les supérieurs hiérarchiques. N+1, celui qui est juste au-dessus. N+2, c'est celui qui est encore un petit peu plus au-dessus. Voilà, je crois que maintenant, la plupart des Français, malheureusement, savent ce que ça veut dire. Ce n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, mais je crois que c'est de plus en plus répandu et admis comme langage, avec ce que ça a aussi de déshumanisant déjà. Ça réduit à des échelons hiérarchiques et à des chiffres. Bon, en tout cas, ça, c'est un progrès. Et le tribunal m'a paru, pendant les audiences auxquelles j'ai pu assister, faire un travail remarquable de patience, d'écoute, de tous les points de vue, de respect de tous les points de vue avant d'en arriver à ce délibéré-là. Le jugement fait quand même 345 pages, donc c'est dire l'ampleur du travail pour un dossier qui en comportait des milliers. France Télécom et donc ses anciens dirigeants condamnés pour harcèlement moral institutionnel. Ça vous inspire quoi, Daniel Linhart ? C'est une avancée fantastique. Je pense qu'il s'agit là d'un procès historique, de faire reconnaître effectivement que le harcèlement peut être institutionnel, c'est-à-dire organisationnel, c'est-à-dire de mémoire, ça n'avait jamais été constaté. Non, le harcèlement moral, il est toujours saisi sous l'angle comme
comme vient de le dire Laurent Message, interpersonnel. Pardon, excusez-moi, Vincent Message. Interpersonnel, c'est-à-dire il y a un hiérarchique qui harcèle moralement, ou il y a des collègues qui harcèlent moralement un de leurs collègues. Là, il y a la mise en évidence qu'une organisation du travail peut être pensée d'une manière qui soit déstabilisante, harcelante et qui puisse aboutir à des résultats extrêmement délétères et néfastes. Donc ça, je pense que c'est une avancée énorme. Et tout a été reconstitué, effectivement, à partir du moment où Didier Lombard, le PDG, a dit « il faut faire partir 22 000 agents par la fenêtre ou par la porte ». Donc il y avait cette idée, je ne veux pas savoir quels moyens vous prendrez pour parvenir à les faire partir, mais c'est l'objectif que l'entreprise se fixe et c'est l'objectif que vous, hiérarchie intermédiaire, vous devez relayer. Et il y a même eu des salaires variables pour la hiérarchie intermédiaire qui rendaient compte de leur capacité à faire partir les gens. Et comment est-ce qu'on les faisait partir ? En leur créant des conditions insupportables, d'humiliation, de mutation forcée, sans formation, on les faisait disparaître des organigrammes, tous les matins, on venait les voir en disant « Ah, t'es encore là, mais qu'est-ce que tu sais très bien qu'on n'a plus besoin de toi, trouve-toi un autre job, etc. » Donc une pression, une humiliation, une disqualification, une mise en difficulté pour aboutir à un objectif qui était fixé par la direction. Et ça, reconnaître cet état-là, cette situation-là, c'est quelque chose d'absolument nouveau. L'idée que des dirigeants puissent mettre en place une politique délétère et mortifère, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Vous aviez d'ailleurs noté, Vincent Message, dans l'article que vous aviez rédigé pour Le Monde à la fin du mois de juin, cette idée que les N+1, les supérieurs hiérarchiques, n'étaient pas forcément directement impliqués dans ce harcèlement. Vous écriviez notamment « Lorsqu'on se focalise sur le duo victime-harceleur, on regarde la réalité par le petit bout de la lorgnette. Du reste, les victimes dédouanent souvent leur N+1 ». Il y avait quand même l'idée peut-être de protéger son supérieur direct, mais c'était plus un système. Et quel système d'ailleurs est sanctionné à travers le jugement qui a été rendu vendredi ? Il ne s'agit pas forcément pour les victimes de protéger leur supérieur direct. Il s'agit de la compréhension que tous les salariés avaient à l'époque, que les contraintes venaient de plus haut, que cette politique elle avait été décidée vers 2006, c'est 22 000 départs en 3 ans, donc c'était une mutation extrêmement violente. Et donc dans un certain nombre de cas, les supérieurs ont exécuté des ordres avec lesquels ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Ça a été un débat important lors du procès de savoir... les prévenus disaient, les dirigeants donc sur le banc des prévenus disaient là où ça s'est mal passé, c'est parce qu'il y a eu une rupture de la chaîne hiérarchique et que certains managers de proximité ont fait du zèle en appliquant ces pressions. Et à l'inverse, les avocats des parties civiles répliquaient, mais il y a beaucoup de gens qui ont refusé d'obtempérer aux consignes qui étaient données. Et donc, si tout le monde avait vraiment exécuté les consignes, il y aurait eu sans doute encore beaucoup plus de victimes. Donc voilà, tous les managers de proximité ont vécu des conflits de valeurs, je pense. Tous n'ont pas eu la même réaction face à ça. Et en tout cas, de la part des victimes, c'était clairement vers les dirigeants au plus haut niveau que le regard se tournait et qu'une reconnaissance de leur souffrance était attendue. Comment est-ce que vous êtes retrouvé, vous, Vincent Message, à suivre ce procès et à en faire un compte-rendu pour le journal Le Monde ? C'est à votre demande ou c'est eux qui sont venus vous chercher ? C'est venu de moi, effectivement. J'ai vu approcher ce procès. J'avais pu parler à un des avocats, Frédéric Benoît, qui défendait certains cas, et la CFE-CGC, en particulier en tant que syndicat, qui m'avait éclairé sur certains enjeux de ce qui allait venir. Et j'avais vraiment envie d'y assister. Mon roman Cora dans la spirale, sur lequel j'ai travaillé entre 2010 et 2018-19, était fini, il était sous presse, donc ça n'a pas vraiment eu d'influence sur le livre, mais j'avais envie de voir comment fonctionnait comme ça un procès au long cours et de conforter aussi les intuitions que j'avais pu avoir dans le livre. Un de mes soucis dans le livre, c'était d'instruire à charge et à décharge une critique du capitalisme contemporain, c'est-à-dire en montrant toute la hiérarchie des petites mains de cette compagnie d'assurance Borrelia dont je raconte l'histoire, au nouveau PDG qui rachète la boîte et qui la restructure de manière assez
vigoureuse et brutale. Et donc, j'avais ce souci qu'il y ait une pluralité de points de vue et qu'on entende tout le monde dans le roman, que chaque personnage ait une existence propre, qu'on voit quel degré de violence il est prêt à infliger pour faire évoluer la boîte le plus vite possible, et également, éventuellement, qu'il est prêt à subir pour se maintenir en place ou pour monter. Donc, ça m'intéressait beaucoup, de ce point de vue, d'écouter ce qui allait se dire lors de ces audiences. Vous dites, Vincent Message, que le procès n'a pas eu d'incidence sur votre roman, qui a été publié au mois de septembre, mais est-ce que l'affaire, quand elle a éclaté à la fin des années 2000, a peut-être provoqué, a servi aussi, a été un des éléments déclencheurs qui a fait que vous avez eu envie de vous intéresser à ce monde de l'entreprise qu'a priori, quand on est écrivain, est un monde qu'on connaît assez peu. On parlait tout à l'heure de télétravail avec Daniel Linhart. Tiens, s'il y a un métier pour lequel on pratique assidûment le télétravail, c'est bien celui de romancier. Oui, c'était dans un paysage plus vaste. On a un peu oublié parfois le détail, mais il y avait aussi à l'époque des suicides chez Renault, sur le site de Guyancourt. Il y avait énormément de boîtes qui allaient être amenées à licencier de façon assez brutale avec la crise des subprimes partie de New York en 2008 et qui arrivait en France. Donc les médias, les journaux bruissaient vraiment de cette idée que le rapport au travail allait se détraquer encore plus que précédemment. Donc sur fond, avec une justification qui était cette crise économique d'une ampleur jamais égalée depuis la crise de 29. Donc c'était quand même une période très spéciale. Il se trouve que ma génération arrivait sur le marché du travail à ce moment-là et confrontait ses aspirations qui sont fortes, comme Daniel Linhart le rappelait tout à l'heure. En France, on a vraiment envie de donner du sens à son travail. Forcément, on y passe l'essentiel de nos semaines. C'est quand même notre manière principale d'agir dans le monde, ou l'une de nos manières principales. Et donc la réalité des entreprises que les gens autour de moi découvraient, qui était souvent très asséchante, très décevante, avec peu d'autonomie, peu de capacité à influer sur le cours des choses. Donc France Télécom en train de devenir Orange était un cas extrême. Il se trouve que moi, dans mon roman, justement, j'ai pas voulu représenter un cas extrême. Borelia, la compagnie d'assurance, n'est pas France Télécom. Voilà, elle est soumise à une concurrence nouvelle. C'est une entreprise qui est au départ une entreprise familiale qui va être rachetée. Il va y avoir une réorganisation, une restructuration qui va être menée notamment après qu'une étude soit menée en interne par des gens venus de l'extérieur. Et chacun va essayer de se démener un peu. Alors c'est vrai que finalement on s'attend presque en lisant au départ le roman à quelque chose d'extrêmement brutal, et c'est tout l'intérêt, je trouve, de votre roman, Vincent Message, c'est que la brutalité n'est pas si évidente que ça, mais pour autant, c'est quelque chose qui imprègne totalement les gens qui travaillent dans cette société. Oui, moi j'ai voulu représenter à travers ce portrait de femme, donc de Cora, qui est une femme qui a la trentaine, une sorte de violence ordinaire du capitalisme. Donc pas un contexte, pas le contexte d'une entreprise en démantèlement, voilà, une entreprise qui a des évolutions assez fortes à assumer, mais qui va quand même plutôt pas trop mal, mais dans un contexte qui lui est exceptionnel, qui est celui de cette crise 2010-2012, où même les assurances, des groupes comme Groupama par exemple, ont eu de grosses difficultés pour s'être trop exposés à des titres bancaires pourris à cette époque-là, alors que les assurances sont plutôt un milieu qui a une culture sociale, qui ne fait pas de plans sociaux cinglants, etc. Donc moi, ça m'intéressait vraiment de voir comment l'expérience majoritaire se structure. Le travail, c'est la texture de notre quotidien. Ça inclut évidemment la fatigue des trajets dans la métropole. Ça inclut les nouveaux modes d'organisation spatiaux. Donc cette entreprise déménage. Cora se met à travailler dans une tour à la Défense. Donc on découvre ce que c'est que l'open space et les regards qui contrôlent, les problèmes de concentration que ça peut créer. Je pense que c'est un des enjeux majeurs du travail aujourd'hui. L'impression, est-ce qu'on arrive à faire ces tâches jusqu'au bout en étant bien concentré, avec le plaisir que ça peut procurer, ou est-ce qu'au contraire, on est sans cesse interrompu, dévié vers des tâches chronophages ou absurdes ou qui ont moins de sens. Donc j'ai essayé de traduire le travail comme une expérience corporelle avant tout. Daniel Linhart, je le précisais après le journal, vous avez fait partie de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées chez France Télécom. Qu'est-ce que c'était que cet observatoire? Et est-ce que vous y avez découvert des choses sur le monde du travail que vous ignoriez jusque-là? Alors, ce n'était pas chez France Télécom, parce que ça a été monté, cet Observatoire du stress et des mobilités forcées, par deux syndicats qui, d'habitude, ne s'allient guère. C'est-à-dire la CGC, d'un côté, et de l'autre, Sud Solidaire, c'est-à-dire
un syndicat très combatif et puis un syndicat plus réformiste et de cadres. Et tous les deux se sont entendus pour mener une enquête sur ce qu'il advenait de France Télécom et notamment des salariés. Et donc, ils ont créé cet observatoire avec des militants qui faisaient partie des CHSCT, c'est-à-dire les comités hygiène et sécurité conditions de travail, qui pouvaient, à l'aide d'experts, mener des enquêtes sur les conditions de travail de France Télécom, avec des militants et aussi quelques chercheurs dont je faisais partie. Et ils ont demandé véritablement à comprendre, c'est-à-dire à partir d'une position militante, ils ont développé des démarches d'enquête pour essayer de comprendre ce qui se passait à France Télécom. Il faut savoir qu'à l'époque, France Télécom était une entreprise exceptionnelle, connue, réputée dans le monde entier pour sa qualité technique, à l'origine du Minitel. Et il y avait une grande fierté partagée par les agents qui se sentaient détenteurs de capacités, de compétences et qui se sentaient aussi au service du service public. Et donc, d'un seul coup, cette entreprise a été propulsée parce qu'il y a eu une décision de privatisation, propulsée dans une autre logique. Une logique où il s'agissait de séduire les milieux financiers. C'est pour ça que, notamment, Didier Lombard a dit qu'il faut en faire partir 22 000, ce qui était un nombre énorme. Et il y a eu une déstabilisation générale. On a vu des gens complètement investis dans leur travail, sûrs de leur maîtrise professionnelle, devenir complètement dépressifs, voire se suicider. Il y a eu des choses horribles. Donc j'imagine que vous avez rencontré dans le cadre de cet observatoire des salariés de l'entreprise ? Non, on ne faisait que par enquête diligentée par l'observatoire et menée par des chercheurs, mais ou des forums sur lesquels répondaient les salariés, ou des enquêtes statistiques auxquelles répondaient énormément de salariés. Ça n'a pas été quelque chose qui était mené de façon sensationnelle pour faire un choc. Non, il y avait véritablement, et j'ai trouvé ça admirable de la part des syndicalistes, une volonté de comprendre, d'essayer de décrypter le sens de ce qui était en train de se passer à France Télécom. Pourquoi des agents investis dans leur travail, fiers de ce qu'ils faisaient, du jour au lendemain étaient capables de se jeter par la fenêtre, de se planter un couteau en pleine réunion dans le ventre. C'est des choses qui se passaient. Donc, comprendre. Est-ce que pour vous, Daniel Linhart, d'ailleurs, ce que vous avez du coup constaté à travers ces enquêtes dans le cadre de cet observatoire, c'était une situation paroxystique, c'est-à-dire pas forcément représentative de ce que peut être le monde du travail, ou bien est-ce que vous voyez France Télécom comme un symbole de cette évolution du monde du travail dont on parlait avant le journal ? Alors, si vous voulez, ce qui s'est passé à France Télécom, c'était un peu une marche forcée de ce qu'on pouvait analyser par ailleurs dans le secteur privé. Effectivement, des plans sociaux dits de sauvegarde des emplois, des licenciements, des restructurations. Mais je pense que ce que France Télécom a apporté, si on peut dire, parce que c'est tragique, c'est la politique, ce qu'on a appelé du changement perpétuel. C'est-à-dire cette idée on veut déstabiliser les salariés pour, qu'ils partent, pour un certain nombre d'entre eux, et pour ceux qui restent, qu'ils comprennent qu'on change radicalement les valeurs de l'entreprise. Moi, je me souviens que dans les années 95, j'avais été invitée à un séminaire organisé par France Télécom en tant que sociologue du travail, et un responsable est venu à la fin me dire « Vous savez, madame, quel est mon travail ?» Je lui ai dit « Non, dites-moi, je suis là pour produire de l'amnésie. » Je suis là pour faire table rase et faire oublier aux agents leurs valeurs professionnelles d'antan. Je lui dis, mais comment vous faites pour créer cette amnésie ? Il me dit, c'est simple, il faut secouer le cocotier en permanence, tout changer tout le temps. Et c'est ce qu'a vécu France Télécom, restructuration permanente, mutation imposée, déménagement géographique. Il y a des lignards, vous savez, ceux qui montaient sur les lignes pour les réparer, qui se seront retrouvés du jour au lendemain comme téléconseillers avec un casque sur la tête et en face d'un ordinateur. Donc, cette politique de changer tout brutalement du jour au lendemain, ça a été généralisé ensuite dans la plupart des entreprises privées. Vincent Message, je faisais allusion tout à l'heure au fait que quand on est écrivain, on ne travaille pas en entreprise. Je ne sais pas si vous avez eu une expérience, mais en tout cas, comment est-ce que vous avez enquêté, comment est-ce que vous avez travaillé pour décrire de manière aussi fine le monde du travail ? Je le dis parce que j'ai aussi eu des échos de lecteurs et de lectrices de votre roman qui sont tout à fait reconnus dans la façon justement dont cette politique du changement quasi permanent est appliquée dans les bureaux.
C'est un roman qui s'est écrit à l'écoute de voix du réel. Donc j'ai beaucoup procédé par entretien avec des proches qui travaillaient dans le monde de l'entreprise, puis des moins proches, en rebondissant comme ça sur les contacts qui m'étaient donnés. Ensuite, j'ai décidé que ça se passerait dans le milieu des assurances parce que m'y intéressait essentiellement le rapport au risque. Je crois qu'on dit beaucoup de choses de nos vies selon le rapport au risque qu'on entretient. De quoi on a peur, qu'est-ce qu'on va chercher même si on sait que c'est un peu dangereux pour se sentir exister intensément, de quoi à l'inverse on se met à l'abri. De ce point de vue, choisir le public ou le privé, choisir des métiers où les évolutions sont très rapides ou au contraire des métiers où on peut s'installer pendant un certain nombre d'années avant de changer de poste. Tout ça, c'est des choix qui sont profondément ancrés aussi dans des histoires personnelles. Et c'est pour ça qu'une entreprise à la culture sociale qui bascule brusquement vers une culture plus managériale connaît souvent de grandes difficultés. Donc ce que ces témoignages m'ont donné, je les ai évidemment pas utilisés tels quels, ils ont été refondus dans mon intrigue, mais c'est quand même la manière dont les gens parlent de leur travail. Y compris de façon positive, c'est-à-dire l'intérêt qu'ils y prennent, la manière dont ils se définissent comme bons professionnels, les compétences qu'ils aiment à exercer, les relations entre collègues qu'ils aiment à établir. Et puis, circonscrire exactement cette novlangue managériale. Parce que bien sûr, elle existe, mais en fait, les gens y résistent aussi. C'est-à-dire les gens ne parlent pas entièrement par jargon, et heureusement. Ils ont aussi leur manière singulière de s'exprimer, selon leur milieu social, leur génération, etc., pour dire en quoi ça consiste exactement ce qu'ils font de leur journée. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et le langage, de façon plus générale, c'est aussi une des choses que la représentation romanesque peut apporter. J'étais frappé par le fait que la présidente du tribunal, dans son délibéré, cite Victor Klemperer, qui est un philologue qui a beaucoup travaillé sur la langue du Troisième Reich. Et elle le cite en disant que les mots peuvent être de minuscules doses d'arsenic qui finissent par produire des effets importants. Donc, c'est vrai que quand, dans une boîte, vous devez définir des gens comme low performers, des gens qui ont une performance faible, quand vous quand vous videz de leur sens des mots, par exemple, ce mot de bonheur qui a été utilisé tout à l'heure. Une fois qu'on a un chef du bonheur, on a vidé le mot de bonheur de son sens, puisqu'on voit bien que le bonheur, ça ne va pas se commander, ça ne va pas être quelque chose qu'on va pouvoir organiser comme ça de manière aussi formelle. Eh bien, ce hiatus qui se crée entre des mots et un sens qui devient introuvable, ça a des effets qui sont les effets d'un poison. Donc c'est aussi une des choses que j'ai essayé de montrer. Il y a un autre mot que vous évoquiez dans votre article pour Le Monde, qui est l'humain. Vous écriviez ceci, donc, après avoir assisté à une partie de ce procès France Télécom. Seriner que l'humain est la valeur la plus haute qu'ils défendent, c'est sous-entendre que ce n'est pas évident. Quand on se retrouve à parler de l'humain, alors que cette expression abstraite, globalisante est aux antipodes de la pensée humaniste, c'est qu'il est déjà tard, que le tocsin sonne déjà. Oui, moi ça me frappe vraiment. Les entreprises disent que comme valeur suprême, elles ont ça, elles ont l'humain. Mais j'ai jamais entendu l'expression l'humain dans des milieux qui ont une vraie tradition humaniste, que ce soit dans d'autres mondes professionnels que je peux fréquenter, l'édition, l'université, qui ne sont pas du tout indemnes. Donc j'ai aussi écrit sur mon expérience directe, parce qu'évidemment que ces mondes sont aussi touchés par les effets assez délétères du management et de l'austérité dans l'usage de l'argent public. Donc ce mot-là, il est déjà tout à fait vide. Alors là où les gens sont parfois aussi aliénés, c'est que je connais plein de gens qui vont se mettre à l'utiliser comme une expression tout à fait positive dans leur bouche. Et sans forcément se rendre compte que voilà, il n'y a pas d'histoire derrière ce concept-là en tant que tel. Il n'y a pas de profondeur historique. Et du coup, là aussi, c'est quelque chose d'assez vidé de son sens, d'assez dangereux. Daniel Linhart, si je postule pour un poste dans une entreprise qui, dans sa fiche de poste, met l'humain comme valeur cardinale, il faut que je m'inquiète ? Mais c'est-à-dire que en principe, non, parce que ce qui est humain doit être respecté. Mais je pense que là, il y a, excusez-moi de l'expression, une entourloupe. C'est-à-dire qu'on substitue l'humain, comme ça a été très bien dit tout de suite, là, à quelque chose qui est fondamental et dont on ne parle pas. C'est la notion de professionnel. Si, au lieu de dire « nous allons respecter les humains », les directions d'entreprise disaient « nous respectons les professionnels », ça changerait du tout au tout. C'est-à-dire qu'on leur demanderait à ce moment-là
leur point de vue de professionnels sur la façon dont ils sont censés travailler. C'est-à-dire, on leur permettrait d'influer sur la définition de leur travail, le sens de leur travail, les moyens nécessaires pour y parvenir. Or, c'est bien de cela dont il n'est pas question. Et on disqualifie au contraire la professionnalité et le savoir dans la pure logique taylorienne. Vous savez, Taylor disait tout le temps, le savoir, c'est du pouvoir. Si on laisse le savoir aux ateliers, aux ouvriers, eh bien, on leur laisse le pouvoir. Et donc, les directions disqualifie la notion de professionnel et privilégie celle d'humain pour dire, bon, nous nous occupons de tout, de la manière dont vous devez travailler, de la manière dont vous pouvez être heureux, et puis laissez-nous faire, on est là pour tout. Alors qu'une direction d'entreprise qui respecterait ses salariés, leur dirait, nous reconnaissons que vous êtes des professionnels avec des compétences, une qualité d'engagement dans votre travail, et nous allons faire en sorte que vous puissiez les déployer. Il y a même des entreprises qui vont encore plus loin que ça, c'est ce mouvement d'entreprises libérées, l'holocratie, où dans des entreprises on abolit ou quasiment abolit la hiérarchie. Est-ce que ça pourrait représenter pour vous, Vincent Message, et pour vous, Daniel Linhart, une sorte d'entreprise idéale dans laquelle il ferait enfin bon vivre son travail, Vincent Message? Ou est-ce qu'on est encore dans une arnaque? Je ne sais pas forcément. Il faut de toute façon expérimenter de nouvelles formes d'organisation du travail. Moi, ça, je suis plutôt pour. Et en particulier pour résoudre un peu cette tension aberrante qui est qu'on vit dans des démocraties, mais on passe notre temps dans des rapports de salariat qui ne sont pas des rapports démocratiques et où la codécision est extrêmement faible. Parce qu'il y a un lien de subordination, donc, ce qui explique le fait qu'on ne reçoit pas égalité avec son patron. Mais donc là, on voit déjà que le conflit de valeurs, il est à la racine de notre organisation sociale. Nos semaines se passent pour la plupart d'entre nous dans le salariat, donc dans la subordination. Et par ailleurs, on nous parle comme à des citoyens qui sont censés codécider. Il y a un hiatus. L'entreprise libérée, ça peut être intéressant si c'est vraiment bien pensé, c'est-à-dire en profondeur. Je vous raconte juste une anecdote. Une amie qui a été embauchée dans une entreprise libérée en l'absence de celle qui allait être sa supérieure directe, parce qu'elle était en congé maladie, cette supérieure. Parce que dans l'entreprise libérée, on peut embaucher de façon horizontale. Donc voilà, on coopte une nouvelle collaboratrice en l'occurrence. Quand la chef est revenue après son congé maternité, en fait, ça ne lui allait pas du tout ce recrutement. Elle n'y voyait pas de sens, elle n'avait pas d'affinité avec l'ami en question, etc. Et donc en fait, c'est devenu un enfer extrêmement rapidement, puisque on avait fait semblant que la décision pouvait être partagée. Et une fois que la chef était de retour, on se rendait compte que non, pas vraiment en fait. Et ça allait poser des problèmes au quotidien. Bon, c'est une anecdote parmi mille autres, mais je pense que il faut tâtonner. Sont également intéressants les tâtonnements vers une nouvelle définition du statut juridique de l'entreprise. Il existe maintenant des entreprises à objet social étendu, dont l'objet n'est pas seulement de créer du chiffre d'affaires et du profit avec tel ou tel type d'activité, mais de définir ce qu'on fait en tant que professionnel dans une entreprise. Quel est l'objet de l'entreprise Radio France? Quel est l'objet de l'entreprise Vinci, etc. Et ça, c'est une piste qui pourrait être intéressante à terme juridiquement. Donc chasser la hiérarchie, elle revient au galop. Je voudrais juste vous citer un petit extrait pour terminer d'un livre que j'aime beaucoup, qui vient d'être édité en poche. Il est signé Nicolas Santolaria. Ça s'appelle « Le syndrome de la chouquette ». C'est un recueil de ses chroniques sur la vie de bureau. Il évoque notamment cette mode dans certaines entreprises de mettre des baby-foot pour que tous les salariés puissent s'amuser dans des start-up notamment, où tout le monde est censé être à égalité. Mais, écrit-il, si le baby-foot a pris une telle place aujourd'hui, c'est qu'il se trouve au cœur d'un processus de reconquête symbolique consistant à réinstaller la hiérarchie sur un piédestal encore tiède. Le chef a chu de sa position de mentor, mais s'il y a encore un domaine où l'âge du chef joue pleinement son rôle, c'est lorsqu'il s'agit de balancer un pruneau dans la lucarne avec sa brochette d'attaquant métallique face à une jeune génération biberonnée au joystick. Le renard des surfaces qui a travaillé son coup de poignet dans l'arrière-salle des bistrots a un avantage concurrentiel indéniable. Voilà, comme quoi la hiérarchie, ça peut aussi se passer dans le baby-foot très vite. Daniel Linhart. Oui, sur les entreprises libérées, moi je suis frappée du fait, j'ai beaucoup lu d'écrits des patrons libérateurs. Le problème fondamental des entreprises libérées, c'est qu'à un moment donné, parce qu'elles sont en crise, la plupart du temps, le patron arrive et dit « je vais vous libérer ». Et il prend les décisions de libération qu'il souhaite, indépendamment de la consultation de ses salariés. Bon, je pense qu'il y a, dans cette décision unilatérale, quelque chose qui est un peu dérangeant. Merci beaucoup Daniel Linhart et Vincent Message. Vincent Message, je rappelle Cora dans la spirale, votre dernier roman publié au Seuil. Daniel Linhart, une bande dessinée sur le monde du travail?
qui s'appelle Le Burnout, avec Zoé Touron à la BDTech des Savoirs. Eux ne sont pas en burn-out, en tout cas j'espère. Mathilde Serrel et Aurélien Bélanger qu'on retrouve dans un instant. France Culture, l'esprit d'ouverture. 4 enfants, un mari, un lapin, un boulot, travailleuse et mère de famille au bord de la crise de nerfs, la vie trépidante de Brigitte Tornade, en podcast original. Noël approche et c'est l'effervescence chez les Tornades. Quand même, c'est du chantage, ça. Comment ça, du chantage? Bah, de dire que tu vas téléphoner au Père Noël si Octave mange pas, c'est du chantage. Guirlandes, sapins et dindes marron, en tristerie festive, découvert à la banque, prise de bec et angoisse existentielle, tout y est. La vie trépidante de Brigitte Tornade, en podcast original sur franceculture.fr et toutes les plateformes dédiées. France Culture, il est 8h51. Bonjour Mathilde Serrel. Bonjour Hervé Gardette. Pour votre théorie culturelle aujourd'hui, vous nous proposez une théorie de saison. Esprit de Noël, es-tu là? En cette fin de décennie plutôt sombre et tendue, une image peut-elle redonner espoir? Bien sûr, il y aura toujours une vidéo de chaton pour consoler les foules sur Internet ou encore l'un des innombrables détournements de Baby Yoda, le trop mignon personnage d'une série dérivée de Star Wars qui provoque l'attendrissement général. Mais tandis qu'une œuvre d'art en hommage aux migrants vient d'être volontairement incendiée hier à Poitiers, on aurait pu imaginer terminer l'année sur une note plus humaniste. Vendredi, le street artiste Banksy y est justement allé de son symbole, dévoilant une nouvelle œuvre à Bethléem, la ville de Cisjordanie où serait né Jésus, selon la tradition chrétienne. Et ma théorie, c'est quoi qu'on pense de l'œuvre, de la petite œuvre donc, ou de son message, elle remplit, comme souvent avec lui, cette fonction de rituel solidaire. Sur un plan esthétique, ce que Banksy a appelé la cicatrice de Bethléem est somme toute assez kitsch, des mini-pans de murs de béton gris où apparaissent quelques graffitis délavés en faveur de la paix, entourent une scène de crèche, Jésus, Marie, Joseph, le bœuf et l'âne. Au-dessus de leur tête, un trou d'obus en forme d'étoile transperce cette reproduction du mur érigé par Israël dans les territoires palestiniens. Exposée dans le hall de l'hôtel Waldorf, que le street artiste a ouvert au pied du mur à Bethléem, cette crèche artiviste, contraction d'art et d'activisme, porte donc la voix des Palestiniens et se conçoit ainsi, comme le rappelait le gérant de l'hôtel, comme un modèle de résistance grâce à l'art. La Cour internationale de justice ayant déclaré illégale la construction de ce mur en 2004. Aussi, tôt apparue, l'œuvre accumule des centaines de milliers de likes et fait le tour des journaux. On n'y découvre pas l'engagement de Banksy en faveur d'une cause nouvelle, il défend celle des Palestiniens de longue date, et on n'admire pas non plus une proposition formelle révolutionnaire. Pourtant, cette image se partage et se commente comme un événement. Il en va de même du banc de sans-abri que Banksy a récemment transformé à coups de pochoir en traîneau de Père Noël, ou de cette petite fille qu'il a représentée engloutie dans les eaux de Venise, brandissant des fumigènes de détresse. Pourquoi un tel écho ? C'est que, à chaque fois, les œuvres de Banksy échappent aux critères esthétiques. Elles sont là pour formuler en images ce qui ne tourne pas rond et existent pour que les regardeurs communient dans ce constat. Banksy, c'est la prise de conscience ritualisée. On ne peut pas dire que cela fasse progresser l'entendement, on ne peut pas dire non plus que cela change le monde, et on pourra même acter qu'il a été récupéré par le marché spéculatif qu'il croyait dénoncer. Peu importe, sa fonction est autre. C'est celle de donner la sensation de ne pas être indifférent au sort de nos semblables ou à certaines dérives du monde. Le problème, c'est qu'aussitôt formulé et ressenti, ce message ne bouscule pas tant qu'il conforte. Comme si l'alerte se suffisait en elle-même et indéfiniment jusqu'au prochain coup. Merci Mathilde Serrel. Est-ce que Daniel Linhart ou Vincent Message ont envie de réagir à cette chronique sur Banksy, sur ce que peut ou ne peut pas l'art? Vincent Message. Moi, ce que je trouve fascinant avec Banksy, c'est aussi son invisibilité personnelle. Les œuvres surgissent à Venise, à Gaza, etc. Et lui échappe à cette société qui passe aussi par une injonction à la visibilité, où chacun doit s'avancer, dire qui il est, se vendre, etc. Donc lui se vend très très bien, mais il se vend sans apparaître et sans visage. Et c'est une prouesse dans le monde contemporain. L'invisibilité, pour un romancier, ça peut être tentant, à la manière d'un Salinger, par exemple? Oui, ou de Thomas Pynchon, sur lequel moi j'ai pas mal travaillé. J'ai écrit un essai qui porte en partie sur lui. J'ai vécu un an à New York, j'ai peut-être croisé Thomas Pynchon, mais sans le savoir, puisqu'on on n'a pas de photo de lui depuis plus de 40 ans. Donc vous pouvez dire que vous l'avez croisé, voilà, ça c'est l'avantage. Puis je précise, je ne l'avais pas fait en vous présentant, mais que vous enseignez la littérature à l'université... Paris 8 Saint-Denis.
Merci Mathilde Serrel. Qu'est-ce qu'on fait si on veut relire votre chronique ou la réécouter? On va sur Internet, sur les internets, et entre deux Baby Yoda, on peut lire cette chronique consacrée à Banksy et l'esprit de Noël. Sur franceculture.fr.